Dans cet épisode, nous allons parler de conduire une voiture en Chine et de la problématique du permis français. On va parler aussi des goûts musicaux des Chinois, question qui revient de plus en plus d'ailleurs, et d'une bonne méthode pour apprendre les caractères chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue à l'épisode 18 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, LCLCCCV. Et bien ça me fait vachement plaisir parce que je crois qu'on a dépassé là les 2000 écoutes rien que sur Podbean. Donc les gens qui regardent qui écoutent le podcast sur Podbean plus iTunes, ça fait déjà plus que 2000 donc 2000 écoutes. Ça me fait vachement plaisir parce que ça me montre un petit peu que ça plaît ce que je fais, et puis en plus de plus en plus de questions qui arrivent. Donc dans la page, donc posez-moi une question sur du-chinois.com/question au singulier. C'est tout simplement génial, voilà. Moi, c'est la meilleure des récompenses, j'ai envie de dire, pour moi, c'est que ça vous plaise, et ça vous plaît, donc c'est super. Surtout, dès que vous avez des remarques, des critiques, ou bien alors des encouragements, les encouragements j'en veux bien aussi, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Alors, question de Christophe d'Abu Dhabi, donc qui me dit: bonjour Cédric, est-il indispensable de savoir piloter un 2 roues pour vivre en ville ou à la campagne en Chine? Qu'en est-il des voitures, de la transposition du permis français, etc. Merci et bon courage. Alors, plusieurs choses. Est-ce qu'il est indispensable de savoir piloter un 2 roues pour vivre en ville ou à la campagne? Alors à la campagne, on va en reparler après, on va faire un point par point comme d'habitude. Donc, est-il indispensable de savoir piloter un 2 roues pour vivre en ville? C'est quand même vachement plus pratique. Honnêtement, les résidences, généralement, rien que les résidences, c'est grand. Voilà, parce que quand vous habitez en ville, généralement, on n'est pas dans une petite maison au bord de la route, comme on peut voir souvent dans les villes ou même les petites villes en France, même pas dans les villages, dans les villes en France. Là, on est généralement placé dans une résidence, donc dans un immeuble. Et si votre immeuble est tout au bout de la résidence, déjà, il faut marcher 10 minutes, 15 minutes pour sortir de la résidence et ensuite aller où vous voulez, aller en ville. Et du coup, si vous n'avez pas un vélo, ça devient un petit peu difficile. Lorsque j'étais à Shanghai, pour ma part, au début j'avais pris un vélo. Alors ensuite je me le suis fait voler. C'est quelque chose qui arrive pas très souvent d'ailleurs, ça m'arrivait, je me suis jamais fait agresser, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours été aidé, même quand j'oubliais de mettre mon antivol sur mon vélo à la résidence, etc. Par contre, une fois j'avais laissé mon vélo donc devant un mall d'informatique et quand je suis revenu il était disparu. Donc voilà. Et ensuite j'avais échangé pour un scooter électrique. Alors là, ça avait été génial, effectivement, pour aller faire des courses, pour se balader en ville, c'est tout de même beaucoup plus utile. Alors, je viens de perdre ma liste de questions que j'avais sous les yeux. Top. Alors je vous retrouve ça, et je vous retrouve tout de suite juste après. Et voilà, je suis de retour. Alors entre-temps, il s'est passé des trucs, je vous raconte pas, c'est un truc de fou. Parce que généralement, je me bloque moi-même pour m'éviter d'être improductif. Je vous ai parlé d'ailleurs, je crois, dans la vidéo d'hier, de hacker son cerveau. Et donc, comme mon ordinateur s'est bloqué, en fait, pour pas que je puisse accéder à Gmail, parce que quand je suis sur Gmail, j'ai tendance à aller fouiller un petit peu dans les pubs, dans les mails que je reçois, et puis de procrastiner, tout simplement. Et donc, je m'autorise que à 10 minutes de Gmail par jour. Donc, généralement, je m'affiche les questions, et puis je les copie, je les colle, et puis j'enregistre le podcast. Parce que là aussi, pour préparer les épisodes, c'est pareil. Je mets les questions, un petit résumé des questions et tout ça dans un formulaire et je poste ça et ça m'envoie un mail avec le plan de l'épisode. C'est comme pour apprendre le chinois, quoi. Tout est pré-mâché, tout est vraiment optimisé pour être efficace au maximum. Je vais vous raconter un petit peu comment se prépare un épisode. Après, je reviens sur la question. En fait, je sélectionne les questions. Donc là, je l'ai fait sur Tumblr, mais après, ça sera un autre formulaire. Donc quand vous arrivez en fait sur du-chinois.com, du-chinois.com/question, en fait, vous êtes redirigé sur poser une question sur Tumblr. Et ensuite, moi, je les récupère donc dans la messagerie de Tumblr. À partir de ça, donc je fais un copier-coller des questions dans le formulaire. Je fais un petit résumé par question qui fera automatiquement la description de la vidéo en dessous de YouTube. Donc ça me fait automatiquement le truc avec la question du jour que j'ai rempli dans le formulaire. Ensuite les 3 points. Ça m'envoie donc un mail avec ces 3 points que je dis en début d'épisode. Ensuite ça me remet les 3 questions les unes à la suite que vous voyez pas dans les descriptions d'épisodes. Et ensuite ça me rappelle un petit peu mon plan de podcast.
Donc là on est sur un nouveau plan parce que maintenant on a la super intro qui déchire tout, avec donc ensuite les questions, ensuite le bilan, ensuite je vous rappelle de me poser une question parce que sinon j'oublie si je me fais pas le blanc. Ensuite je vous pose ma question pour vous, c'est ce que je vous ferai donc à la fin de l'épisode, et je termine donc avec ma phrase préférée. Et ensuite d'ailleurs dans cet email il y a même toute la suite, il y a toute la procédure sur comment est-ce qu'on va faire ensuite l'upload des vidéos donc là que je fais avec mon assistante. Donc étape 1 par exemple, récupérer la photo, étape 2, mettre donc le MP3 sur Podbean, étape 3, mettre donc le MP3 sur SoundCloud, étape 4, etc., avec à chaque fois tous les trucs juste à copier-coller pour le faire, pour donc mettre tout ça sur Podbean, SoundCloud, YouTube, les sites, etc. Donc tout est pré-mâché, tout est travaillé comme ça. Et donc comme donc ça s'est bloqué sur mon ordinateur parce que j'utilise l'application Stay Focused, ce qui permet de bloquer les sites chronophages, comme YouTube par exemple, et donc ça m'évite de perdre du temps, je suis obligé d'être productif, voilà. Et donc je pouvais plus rester sur Gmail, alors je me suis dit tiens, je vais aller récupérer les questions sur mon téléphone portable. Sauf que mon téléphone portable, je fais exprès de laisser la batterie se vider le soir, comme ça le matin, je suis pas tenté d'aller regarder un film, d'aller jouer, d'aller checker les messages, d'aller etc. Enfin, je me piège moi-même en fait, voilà. Donc il fallait attendre quelques minutes avant que je puisse allumer mon téléphone portable et accéder à tout ça. Vraiment. Voilà comment est-ce que je fonctionne. Je me piège moi-même et je pirate mon cerveau comme je vous racontais. Alors, donc du coup maintenant je suis sur mon téléphone. Je pouvais pas non plus d'ailleurs. Il y a des gens qui vont me dire oui mais alors tu pouvais ouvrir un autre navigateur web sur lequel il n'y a pas Stay Focused ou désactiver l'application. Et si je fais ça en fait, donc je me suis bloqué le désactivage d'application, et si je vais sur un autre navigateur web, comme je suis parano, j'ai la vérification double, je sais plus comment ça s'appelle sur Gmail, c'est-à-dire que lorsque je me connecte à partir d'un autre ordinateur, d'une autre application, il envoie un texto sur mon téléphone portable. Et je dois donc utiliser le code qui m'envoyait par texto donc pour récupérer, pour me connecter à Gmail. Sauf que, comme je vous le disais, mon téléphone il n'y avait plus de batterie. Voilà. Voilà un petit peu donc ma petite aventure de ce matin. Alors j'ai été obligé du coup d'utiliser mon temps libre, à peu près 10 minutes, le temps que le téléphone récupère un petit peu de batterie, pour faire quelque chose de productif parce que les autres sites ils sont bloqués. Et donc j'ai regardé un podcast d'une personne que j'apprécie. Sinon je lis, voilà. Donc on était sur la question de Christophe d'Abu Dhabi qui me parlait des 2 roues, et donc je parlais de mon scooter qui m'était bien pratique lorsque j'étais à Shanghai. Par contre après je m'étais fait voler une fois la batterie. À chaque fois c'était à la période de la fête de printemps. Généralement les pickpockets et les vols de notamment vélo et scooter etc. C'est lors avant la période du Nouvel An chinois. J'en ai déjà parlé, j'avais expliqué pourquoi. Et donc je m'étais déjà fait voler ma batterie une fois, puis 2 fois, et ensuite donc j'ai revendu mon scooter parce que j'en avais marre de racheter des batteries. Bon, le scooter électrique en Chine ça coûte pas très cher, faut compter 150-200 €, une batterie faut compter 30 à 50 €. Mais c'était bien pratique effectivement. Alors par contre en ville c'est pas obligatoire si on est étranger, parce qu'au pire on peut se débrouiller avec le taxi. Et depuis qu'il y a l'application d'ailleurs, l'application qui s'appelle comment, Kuaishou par exemple, ou bien alors j'ai oublié le nom de l'application, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est pas grave. Il y a des applications un petit peu comme Uber mais en mieux, qui permettent d'appeler les taxis ou les chauffeurs donc à proximité. Et depuis qu'il y a ça, plus donc les taxis qu'on aile dans la rue, il y a pas de souci en fait en ville. Par contre à la campagne, même un scooter c'est pas suffisant, même un 2 roues, que ce soit un vélo, un scooter, une moto, encore une moto pourquoi pas, c'est pas suffisant, il faut effectivement avoir une voiture, et les taxis on ne trouve pas à la campagne. Donc une voiture, là se pose effectivement la question du permis français et sa transposition en permis chinois. Et là on arrive dans un problème géopolitique, c'est-à-dire que si vous êtes, et on reparlera des visas aussi dans une autre question qui m'a été posée, si vous êtes un citoyen français, vous pouvez pas faire transposer votre permis français en permis chinois. Il vous faut repasser tout le permis. Si vous avez un permis français de moins de 5 ans, il vous faut repasser tout, le code et la conduite en Chine. Et ça c'est amusant. Et ensuite, si vous avez un permis français de plus de 5 ans, il vous faut repasser seulement le code. Seulement entre guillemets, parce que passer le permis, donc le code chinois, c'est pas très facile en chinois. Et le problème c'est que si vous le passez en français ou en anglais, les traductions elles sont pas terribles. Encore en anglais ça va, mais alors surtout en français c'est pas possible, j'ai essayé. C'est horrible quoi.
Donc j'avais eu mon code en France sans problème, alors le code en Chine, même en l'ayant travaillé en chinois et en anglais, je me suis dit bah tiens, ça existe en français, je vais le faire en français, bah tiens, ouais, mauvaise idée. Voilà, c'était de la traduction Google Translate. Donc c'est pas possible. Par contre, pour les pays qui ont des meilleures relations, on va dire, politiques, donc politique internationale, on va dire, avec la Chine, eh bien alors là, il n'y a pas de souci, on peut on peut transposer le permis, par exemple, belge, en permis chinois, sans avoir besoin de repasser quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un problème, donc voilà. Mais bon, après, ça c'est... On en reparlera notamment avec les visas, hein, parce que par exemple, si vous êtes des États-Unis, eh bien vous avez des facilités. Il y a une nouvelle chose d'ailleurs qui a été mise en place ces derniers jours, hein, et qui profite donc notamment aux citoyens américains. Et moi, quand je vois les gens qui me disent ouais, mais c'est quand que ça sera valable en France, quand est-ce qu'on pourra faire ça, et bien ça viendra pas tout de suite si on n'améliore pas les relations donc géopolitiques. Voilà. Mais bon, ça on en reparle jeudi. Je vais pas trop déborder. J'ai déjà débordé avec ma pause là. Donc, eh bien voilà, Christophe. C'est pas facile à la campagne si vous n'avez pas de voiture ni de permis. Anthony qui me dit bonjour Cédric, je m'appelle Anthony, membre de la méthode Cramp depuis peu et je suis régulièrement tes vidéos et podcasts. J'ai pour projet de partir découvrir la Chine qui m'attire de plus en plus, énormément. Je suis musicien et la musique occupe une place très importante dans ma vie au quotidien. J'aimerais connaître quels sont les goûts musicaux des Chinois, ou ont-ils les mêmes références que nous occidentaux en matière de musique classique ou actuelle? Sont-ils éclectiques? Merci beaucoup. Alors, je les trouve vraiment orientés vers pas mal de types de musique, effectivement. Ils ont certaines références communes. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui avait eu du succès, qui a du succès? Bon, Lady Gaga, donc il y a eu une influence jusqu'en Chine. Il y avait Adele qui avait eu une bonne influence aussi jusqu'en Chine. On en a pas mal effectivement qu'on retrouve dans tous les pays, dans le monde, quoi. Par contre, ils sont plus poussés en musique classique que nous. Et ils sont plus poussés aussi au niveau de tout ce qui est pop. Je sais que en France, par exemple, la K-pop, la J-pop, eh bien, ça marche beaucoup. Mais alors en Chine, ça marche encore plus. Et à tel point d'ailleurs que les chanteurs, par exemple, de K-pop, donc la pop coréenne, eh bien, on en a pas mal qui vont commencer à faire des chansons en chinois. Et on a aussi quelque chose qui se développe beaucoup, c'est la C-pop, donc la pop chinoise, qui là par contre ne perce pas beaucoup au niveau de la France notamment ou de l'Occident, mais qui commence à percer bien notamment en Corée. Donc parfois ils se font des échanges de chanteurs ou des concerts où on a des rencontres entre K-pop et C-pop, et où on a donc du coup des Chinois qui font de la pop qui chantent en coréen, et des Coréens et en chinois bien évidemment, et des Coréens qui font de la K-pop qui chantent en chinois et en coréen aussi, donc bien évidemment. Je sais pas si j'ai dit les deux pareil, mais enfin bon, ils s'échangent quoi les trucs. Et on a même donc des événements, on a des je sais pas combien de milliers de spectateurs, des dizaines de milliers, en tout cas ça c'est certain, plus les téléspectateurs qui se comptent en dizaines de millions, en centaines de millions, j'en sais rien, mais c'est des événements énormes, dont on n'entend pas parler du tout d'ailleurs en Occident. Donc, où est-ce qu'ils en sont au niveau de ça? Eh bien, voilà, pour faire un point un petit peu. Donc, si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est musique asiatique, qui avait commencé d'ailleurs avec la J-pop, hein, tout ça. Je pense que la K-pop d'ailleurs, ça a commencé après la J-pop. La J-pop, moi, ça fait des années que j'en écoutais. Je vous en parlerai encore dans le prochain podcast aussi. Là, c'est vraiment un événement qui a pris une dimension asiatique ces dernières années énorme, et qui commence à percer, qui commence seulement d'ailleurs à percer, hein, avec notamment, on a eu le Psy par exemple, qui commence seulement donc à percer vers l'Occident. Mais je vous reparlerai demain par exemple de Ayumi Hamasaki pour la J-pop, qui avait percé vers l'Occident il y a un moment, hein, qui est connu vraiment pour ceux qui étaient là à l'époque, il y a 10 ans d'ailleurs. Là vraiment ça commence à devenir quelque chose. Voilà. Il faut suivre les tendances, c'est ça qui est important, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, là, avec la K-pop, c'est juste le début, et ensuite, eh bien, on aura un autre mouvement, mais généralement, on peut voir un petit peu ce qui se passe 10 ans, 5 ans avant. Et demain, d'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu comment suivre ces tendances, voilà, parce que j'ai déjà préparé l'épisode de demain. Donc, du coup, je vous en parle beaucoup. Donc, voilà, donc, pour la musique, et pour les goûts musicaux des Chinois. Vraiment, ils ont, par contre, vraiment, ça c'est important, plus
ils sont plus conscients de l'histoire de la musique, de ce qu'il y a derrière, de la musique classique jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils aiment bien tout ce qui est histoire en général. Donc, ça permet donc de se faire une petite idée. Par contre, la musique populaire française n'a pas beaucoup de place en Chine. Donc, ça dépend aussi de ce que tu fais comme musique. Mais, je suis sûr qu'il y a de quoi faire encore. Adrien qui me dit bonjour, j'écoute tous les jours LCLCCV. Ah, il manque un C, je crois. LCLCCCV, normalement. Alors, bon, c'est pas grave, hein, Adrien. Je prends plaisir à vous poser des questions, je vous laisse prendre seulement celles qui vous plaisent. Alors attention, j'essaye au maximum de ne pas prendre que celles qui me plaisent. Parce que ce qui est important, c'est que vous ayez des réponses à vos questions, et c'est pas moi je me fais plaisir dans tous les cas en répondant aux questions. Il y a des épisodes qui me plairont forcément moins, si c'est des questions qui me paraissent moins intéressantes, mais si vous prenez la peine de les poser, si vous prenez la peine d'aller chercher le lien en dessous des vidéos, en dessous des podcasts, pour me laisser un message et une question, d'ailleurs ils sont généralement sympathiques en plus ces messages, et une question, eh bien moi je prends la peine d'y répondre. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est moi ce que je cherche, c'est pas juste les milliers de vues, les milliers de au final c'est pas ça qui est important, parce que s'il y avait pas chacun d'entre vous, chacune de vos questions, chacune des personnes qui m'écoutent, eh bien ça aurait aucun intérêt. Voilà, c'est pas vous êtes pas une masse informe qui me suivez, non, vous êtes des gens, chacun d'entre vous, Adrien, Anthony et Christophe donc pour aujourd'hui, qui méritent chacun d'avoir une réponse personnalisée à leurs questions. Vraiment, je trouve que c'est ça qui est essentiel et dans ce concept. C'est comme pour la méthode Cramp, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de faire d'envoyer des cours de chinois comme ça, paf, et puis les gens ils achètent et puis voilà, tout le monde est content. Non, ce qui est intéressant, c'est que chacune des personnes, là, par exemple Brigitte qui me dit, bah attends, là je te prends tout ton temps avec mes problèmes sur la méthode Cramp. Mais non, c'est ça qui est génial dans cette aventure. C'est la relation humaine entre vous et moi. Donc moi je vais répondre à toutes les questions. Sauf si, bon, bien évidemment, il y a une question stupide, ou bien alors raciste, ou bien alors méchante, mais il y en a pas pour l'instant, donc ça va. Donc je ne vais pas faire ce que tu supposes, ce que tu suggères, ici, donc de jeter le reste. Non. Donc, ensuite, donc, dans ce message d'Adrien qui me dit, voilà donc enfin ma question pour vous qui s'oriente sur l'apprentissage du chinois. J'ai repris le travail pour le HSK en notant tous les caractères dans un carnet en fonction de leur fréquence d'utilisation. Est-ce que c'est une bonne méthode? Quelle est l'approche de l'apprentissage des caractères de la méthode Cramp? Restez libre. Restez libre. Oui, bah ça, je suis libre, ça, y a pas de souci. Alors, je suis libre. Je suis pas célibataire, hein. Alors, c'est une excellente méthode. Je suis à fond, et ceux qui me suivent depuis mes débuts, ils le savent, pour un apprentissage basé sur la fréquence. Donc, la méthode Cramp, elle se base sur 2 éléments. Le premier, eh bien, ce sont les listes de mots du HSK. Parce que, eh bien, le HSK, il est basé sur ce qui sera utile, vraiment utile au quotidien en Chine. Donc dans les situations de base, dans les situations courantes, et ensuite seulement, eh bien, dans tout ce qui est, par exemple, discours et trucs chiants, par exemple, au HSK6. Voilà. Parce que moi je trouve des trucs chiants, par exemple, c'est politique, macroéconomie ou des trucs comme ça. On n'a pas besoin de faire ça en chinois au début. Voilà. Ce qui est important, donc, c'est ça. Et dans un deuxième temps, même si, eh bien, ces listes de HSK se basent aussi sur la fréquence, je me base en plus sur ce qui est fréquent, donc sur ce qui est fréquemment utilisé à l'intérieur, et parfois je rajoute des mots, donc de ces listes de HSK. Voilà, donc la fréquence c'est vraiment important. Après, ce qui est important de travailler, d'ailleurs parce que les listes de HSK ce sont des mots qui sont donc généralement basés par fréquence, vous pouvez travailler sur ce que fait donc Adrien, c'est-à-dire des listes de caractères. C'est pas tout à fait la même chose parce que on a des caractères qu'on retrouve dans des mots donc plus fréquemment que d'autres. Donc c'est vraiment très intéressant de travailler sur la fréquence d'utilisation des caractères. J'avais fait une fiche pratique aussi là-dessus, je crois. Je sais plus. Enfin bon, on pourra en reparler. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir cette liste, demandez-la moi tout simplement et puis je vous mettrai le lien. Voilà. La fréquence des caractères, la fréquence d'utilisation des caractères, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout pour les plus fréquents. Bah voilà. Notamment le possessif de, donc de, qui correspond d'ailleurs un petit peu à notre de en français, hein, comme le livre de Marc, bien la pomme de terre. Eh bien,
c'est vraiment très très important. Si on connaît pas le 2, eh bien on sera bloqué dans 4,32% du texte. Je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais ça représente, si vous prenez un livre et que vous pouvez pas en comprendre 4% parce que vous connaissez pas ce caractère qui revient tout le temps, on est bloqué, on est dans la merde, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça c'est important, eh bien de les travailler en fonction de leur fréquence. Donc l'approche de la méthode Cramp, puisqu'on me pose la question là-dessus, même si j'ai répondu en partie, c'est ça. C'est les listes de HSK et, donc pour les mots, et les caractères pour la fréquence. Très très important. Voilà, on est déjà à la fin, alors je sais d'ailleurs même pas ça fait combien de temps que je parle, ça fait peut-être un moment, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, c'était des questions vraiment qui m'ont plu, voilà, j'ai pris plaisir à y répondre. Donc voilà. Merci à Christophe. Merci Anthony, merci Adrien et merci à chacun d'entre vous. Voilà, merci, 3 fois merci. C'est vraiment grâce à vous que ça fonctionne. Alors, ma question pour vous, tiens. Quand est-ce que vous m'écoutez? À quel moment? Je reçois de plus en plus des messages qui me disent, tiens, je t'ai écouté dans la voiture. Tiens, je t'écoute le matin quand je prépare le petit déj. Moi, j'aime bien ça. Quand c'est le matin, j'aime bien. Mais si vous m'écoutez le soir, ça marche aussi. Hein. Tiens, je t'écoutais dans le métro, je t'écoute dans les transports, dans le bus, je t'écoute quand je fais la cuisine aussi, ça c'est pas mal aussi. Quand est-ce que vous m'écoutez? Comment est-ce que vous m'écoutez? Répondez à cette question donc, de préférence donc sur la vidéo YouTube associée à ce podcast. Hein. Sur YouTube, vous pouvez la retrouver en faisant CCV épisode 18 qui est un très bon chiffre d'ailleurs. Hein, si vous le savez, si vous me suivez, vous le savez, 18 c'est un très bon chiffre. Si vous savez pas pourquoi, posez la question peut-être, ou bien faites les recherches. 18, donc, excellent chiffre. Voilà. Donc, comment vous m'écoutez? À quel moment? Dites-moi ça, donc, dans les commentaires. Et puis, si vous avez d'autres questions, posez-les sur du-chinois.com/question au singulier. Et vous serez donc redirigé sur le compte Tumblr. Mais utilisez toujours ce lien parce que ça va changer après. Donc, plus j'évolue, plus le podcast roule, plus je vais faire donc bouger un petit peu les choses, et c'est pour ça que donc ce lien est le plus important donc pour poser une question, parce que une fois que le concept aura changé, enfin que le système pour poser des questions, au final ce sera la même chose pour vous, aura changé, et bien ça sera ce lien là qui sera utilisé, et j'irai plus voir sur Tumblr, ou si peut-être de temps en temps, mais bon voilà. Et bien on se retrouve demain pour l'épisode 19, gardez l'esprit ouvert, et ensemble on tue les préjugés.